Bonsoir. Je suis content de vous retrouver pour la quatrième partie de la conférence, donc Culture moderne et Nouvel ordre mondial. Je vais commencer en fait aujourd'hui par faire un résumé de ce qu'on a vu les 3 dernières fois, un peu pour vous rafraîchir la mémoire. Le thème qu'on abordera aujourd'hui, qui sera le centre de la présentation, c'est le hip-hop, une culture franc-maçonne. Donc en fait aujourd'hui, ça va être la présentation d'aujourd'hui, le connecteur logique entre la culture hip-hop et la franc-maçonnerie. Donc les parties qu'on avait vues précédemment et les parties qu'on va voir demain et après-demain. Donc dans la partie d'aujourd'hui, on va voir comment la franc-maçonnerie afro-américaine, appelée franc-maçonnerie de Prince Hall, a créé la culture hip-hop dans les années 80-90 et comment les francs-maçons afro-américains ont formé les pères fondateurs de la culture hip-hop. Alors vous vous souvenez qu'on s'était posé la question il y a 2 semaines de savoir on disait que la vie est une question de choix, donc, et si les choix que nous faisons sont basés sur une information qui est erronée, forcément, le résultat de nos choix sera aussi erroné. Donc il est important d'avoir une bonne information pour faire de bons choix. Et c'est tout le propos de ces conférences. Disraeli, qui a été Premier ministre d'Angleterre au XIXe siècle, disait ceci: « Le monde est gouverné par de tout autres personnages que ne se l'imagine ceux dont l'œil ne plonge pas dans les coulisses. » Et Honoré de Balzac, grand écrivain lui aussi du XIXe siècle, de dire « Il y a 2 histoires, l'histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne, l'histoire ad usum delphini, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements. » Donc ces 2 personnages nous expliquent que d'une part on affiche quelque chose au public, mais qu'en réalité les raisons qui sont cachées en coulisses sont autres que celles qu'ils ont affichées. Alors comment fonctionne réellement le monde ? Voilà un petit peu le développé auquel on est passé, l'organigramme par lequel on est passé déjà depuis il y a 2 semaines. Alors ce qu'on a vu tout d'abord, c'est que selon ce que la Bible nous enseigne, Satan est le prince de ce monde, c'est lui qui dirige ce monde, et que le bras armé de Satan sur sa terre, selon qu'il est dit dans l'Apocalypse et prophétise aussi dans le livre de Daniel, c'est le Vatican. Donc l'Église catholique, apostolique et romaine, vous vous souvenez, a créé un ordre, l'ordre des Jésuites. Quel siècle à peu près pour ceux qui étaient là ? Quoi ? 16e siècle. Et l'ordre des Jésuites a été créé pour quelle raison ? Exactement, contrer le mouvement de réforme, détruire le protestantisme, première raison. Et deuxième raison, créer un nouvel ordre mondial, recréer en fait le Saint-Empire romain, rétablir le pouvoir en fait du Vatican sur le monde. Alors on a vu que l'ordre des Jésuites a créé une confrérie en Angleterre au début du XVIIIe siècle, qu'on appelle la franc-maçonnerie, créée entre 1710 et 1720. On a vu que la franc-maçonnerie, quand elle a été créée pour ramener au pouvoir la famille Stuart, une famille donc catholique dans un pays essentiellement protestant à l'époque. On a vu par la suite que la franc-maçonnerie a donné naissance à la franc-maçonnerie afro-américaine, qu'on appelle franc-maçonnerie de Prince Hall, en l'honneur du premier grand maître franc-maçon afro-américain. Et puis on a vu que de là sont sortis différents mouvements sur lesquels je vais revenir juste après. Donc on a fait la partie 1, 2, 3, et aujourd'hui on rentre dans la partie numéro 4. Alors, donc, vous vous souvenez quand on avait parlé des Illuminati ? Donc on a vu que c'était simplement une confrérie étudiante. La première avait été créée là encore par l'ordre des Jésuites, le général Ritchie, à la fin du 19e siècle, non, à la fin du 18e siècle, excusez-moi, sur le campus de l'université d'Ingolstadt, en Bavière. Donc par rapport aux Jésuites, son objectif était et reste de détruire les effets de la Réformation et de rétablir le Saint-Empire romain de la nation allemande. Une plus grande Allemagne, en quelque sorte, doit être créée à nouveau comme le centre d'un Saint-Empire romain ranimé. Et on avait lu ceci à propos de l'origine des Illuminati. Donc, en Bavière, à Ingolstadt, un collège de jésuites avait été formé et que la secte des Illuminati de Bavière y avait été fondée le 1er mai 1776 par Adam Weishaupt, un professeur de cette université-là, et le général Ritchie, qui travaillait donc avec Adam Weishaupt, qui était général des jésuites à l'époque. Alors je passe rapidement dessus parce que c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Par rapport à la franc-maçonnerie, on avait lu cet article du New York Times qui date du 12 juin 1870 où il est dit ceci: « Les jésuites qui ont organisé une société secrète et l'ont appelée maçonnique, sous les Rosicruciens ou Rose-Croix des maçons, l'ont fait dans l'objectif d'augmenter le pouvoir de la famille Stuart qui était catholique, ceci entre les années 1710 et 1715. » Alors vous vous souvenez qu'on a vu que la franc-maçonnerie à son tour a créé un grand nombre de fausses doctrines dans le monde protestant occidental. On a parlé, si je commence ici, qui est le personnage qu'on a là ? Joseph Smith, effectivement, qui est le fondateur de quelle secte ?
L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les Mormons, exactement. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours des Mormons. Et on a vu que Joseph Smith, donc selon ses propres dires et ce qu'il étale dans la biographie de l'Église, était franc-maçon du 33e degré. On a parlé aussi ici, vous vous souvenez de ce personnage? Charles Taze Russell, fondateur des Témoins de Jéhovah, de la tour de garde des Témoins de Jéhovah. On a vu que lui aussi était franc-maçon, donc de 33e degré. On a parlé en fait d'Elena Petrovna Blavatsky et du colonel Olcott, qui sont à l'origine de la société théosophique et qui sont qu'on peut considérer comme les initiateurs en fait de la pensée post-moderne. Donc les deux personnages qui sont là, qui sont aussi francs-maçons de 32e et 32e degré, tous les deux 33e degré. Alors celui qui est ici, vous vous souvenez de qui il s'agit? Ron Hubbard, Lafayette Ron Hubbard, fondateur de la scientologie. On a vu qu'il n'y a pas de preuve que lui était franc-maçon, mais en revanche, son Pygmalion, celui qui l'a formé, Aleister Crowley, était franc-maçon de 33e degré, on a vu ça. On a parlé aussi de l'évolutionnisme, on a ici Charles Darwin et on a ici Wallace, donc les deux hommes qui ont présenté la théorie de la sélection naturelle devant la Linnean Society à Londres, en Angleterre. Et on a vu que Charles Darwin était petit-fils d'Erasmus Darwin, franc-maçon très puissant du XVIIIe siècle en Angleterre, qui avait fondé une église, la Philosophical Society, pour répandre la pensée évolutionniste dans un monde protestant. Et puis pour finir, vous vous souvenez de ce personnage-là? Albert Pike, l'un des deux francs-maçons les plus puissants de la fin du XIXe siècle, qui est l'un des fondateurs du Ku Klux Klan, l'un des fondateurs du Ku Klux Klan. Donc ça, ce sont les œuvres du Ku Klux Klan. Alors, nous avions parlé de Marcus Garvey. Donc on a vu que Marcus Garvey était franc-maçon, franc-maçon dans le rite de York. Il avait le degré donc le plus élevé, chevalier templier. Et on a vu que donc, par la suite, la franc-maçonnerie afro-américaine a commencé à essayer d'implanter en Amérique du Nord, dans les communautés protestantes afro-américaines, l'islam. Au début sous une forme très hétérodoxe, avec Noble Drew Halley qui a créé le Moorish Science Temple. Et Noble Drew Halley, on l'avait vu, était un Black Shriner. Le Moorish Science Temple d'Amérique a été fondé en 1913 par un Black Shriner nommé Timothy Drew, qui s'est renommé lui-même Noble Drew Halley. Et on avait vu dans le New York Times, on date du 7 juin 1883, que pour être Black Shriner à l'époque, il fallait avoir au moins le 32e degré du rite écossais. Et si vous vous rappelez bien qu'on avait étudié la franc-maçonnerie, on avait vu qu'à partir du 30e degré, les rites pratiqués sont ouvertement lucifériens. Alors, l'un des disciples de Noble Drew Halley, Wallace Diffard, qui va se faire renommer Mustafa Muhammad, va fonder le Allah Temple of Islam. Dans le Allah Temple of Islam, il va commencer à enseigner aux Afro-Américains qui veulent bien l'entendre que les Blancs sont des diables aux yeux bleus, que c'est une race perverse créée par un scientifique fou appelé Yacoub sur l'île de Patmos il y a 6000 ans, et que bientôt l'hégémonie de la race blanche sur Terre prendra fin et qu'ils finiront tous en enfer. C'est l'enseignement du Allah Temple of Islam, et c'est celui qui va être repris par l'homme qui succédera à Mustafa Muhammad, à savoir Elijah Muhammad, qui créera la Nation of Islam. Donc l'enseignement de Ford portait sur l'islam, la littérature franc-maçonne et les enseignements de Joseph Rutherford, alors président des Témoins de Jéhovah. Donc Elijah Muhammad, que vous voyez ici, est l'homme qui va succéder à Mustafa Muhammad à la tête de la Nation of Islam. Il est mort en 1975. Et on apprend de lui, d'après Daniel Pipes, donc, qui a notamment travaillé au Washington Post, qu'Elijah Muhammad, à Détroit, a travaillé dans plusieurs ensembles industriels et rejoint différentes organisations notables, le mouvement pro-noir et nationaliste de Marcus Garvey, l'UNIA et notamment les Black Shriners. Donc il était donc franc-maçon de 32e degré au moins. Alors, à la mort d'Elijah Muhammad, il va y avoir une petite lutte à l'intérieur de la Nation of Islam pour le pouvoir entre le fils d'Elijah Muhammad, Wahid Din Muhammad, et Louis Farrakhan, le bras droit d'Elijah Muhammad. Au début, en fait, c'est Wahid Din Muhammad qui va reprendre la tête de la Nation of Islam. Et ce que Wahid Din Muhammad va faire, c'est qu'il va continuer l'œuvre qu'avait commencé Malcolm X. Vous vous souvenez de quelle était cette œuvre? Quelle était la pensée, un petit peu le mouvement que souhaitait faire la franc-maçonnerie afro-américaine? Au début, on a des protestants, et l'objectif, c'est de les amener dans quoi? Dans l'islam, tel qu'il est pratiqué au Maghreb, donc ou en Arabie Saoudite, l'islam sunni. Et entre les deux, ce qu'il crée, c'est une passerelle, la Nation of Islam. Donc l'objectif, c'est de les amener du protestantisme à la Nation of Islam, à l'islam. Vous vous souvenez? Et donc c'est Malcolm X qui va commencer cette œuvre-là.
Et c'est le fils d'Elijah Muhammad, Wahid Din Muhammad, qui la poursuivra. Louis Farrakhan, lui, va en fait, à partir de 1981, continuer à être à la tête de la Nation of Islam en gardant les mêmes enseignements que ceux qu'il y avait depuis le début. Donc un mélange un petit peu des enseignements judéo-chrétiens et puis de ceux du Coran et d'autres sources. Alors ici, vous avez Louis Farrakhan en 1995 au Million Marchman à Washington. En 1995, il y a un film qui a été fait dessus par Spike Lee, Get on the Bus, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et donc en 1995, vous avez 1 million d'hommes noirs qui défilent sur Washington derrière le président de la Nation of Islam. Quelques décennies plus tôt, vous vous souvenez, on avait vu qu'il y avait 1 million d'hommes et de femmes blanches qui défilaient sur Washington pour le Ku Klux Klan cette fois-ci. Mais les deux mouvements qui paraissent opposés a priori étaient pourtant l'idée par la même entité, à savoir la franc-maçonnerie. Donc toujours dans le positionnement thèse-antithèse, la pensée de Hegel qu'on avait vu dans la première partie. Alors, Louis Farrakhan, bien évidemment, est de la même trempe que ceux à qui il succède, Elijah Muhammad ou Noble Drew Ali. C'est donc un franc-maçon lui aussi. Et voilà dans les speeches, les sujets qu'il peut aborder, notamment dans le speech qu'il a fait en 1995 à Washington. Je vais donc passer à un nouveau contrat avec vous, ô hommes noirs, le secret de l'ordre maçonnique et le secret d'Hiram Abif. Le secret de l'ordre maçonnique est un maître de la construction qui fut frappé à la tête. Le secret de l'ordre maçonnique est un maître que les brutes ont maltraité. Vous n'enseignerez pas aux vôtres les valeurs de ces personnes noires, bien que vous entriez dans le secret dans vos loges maçonniques et vos sanctuaires, et que vous y appreniez de nous derrière les portes fermées. Donc là, Louis Farrakhan prend la défense de la franc-maçonnerie afro-américaine. Puis encore dans d'autres textes, il prend la défense de la franc-maçonnerie afro-américaine par rapport à la franc-maçonnerie blanche. Alors voilà Louis Farrakhan. C'est un personnage qui est extrêmement important sur le plan politique aux États-Unis, qui a une aura sur le plan politique qui est assez importante en Amérique du Nord et qui tend de plus en plus à être connu dans les pays francophones par le biais de Facebook notamment. Donc je vous invite à regarder cette petite vidéo pour vous familiariser avec lui. C'est en anglais, c'est pas sous-titré, donc je vais peut-être pas la laisser au complet. Say we are dumb devils because the nature of us is to submit to God. S'il dit donc que notre nature c'est de But se soumettre the à Dieu, enemy has made evil fair seeming. mais l'ennemi a fait que So we do evil thinking we doing right. Say we are dumb. Je ne vais pas la laisser en fait parce qu'elle n'est pas sous-titrée. Mais dans cette vidéo, en fait, ça présente un petit peu Louis Farrakhan. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'éloquence, qui est très apprécié. Et puis dans cette vidéo, en fait, il parle des Illuminati, il parle d'un complot mondial, mais ce que Louis Farrakhan explique, si on allait jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que ceux qui complotent, ce n'est pas le Vatican, mais ceux qui complotent, en fait, ce sont les Juifs, Jews and Gentiles, les Juifs et les gentils. Donc le complot vient des Juifs et des protestants. Donc la réalité, on l'a vu, c'est qu'est-ce qui complote présentement sur cette terre? C'est le Vatican. C'est le Vatican qui complote présentement. Mais le travail de Louis Farrakhan, c'est de diriger, de canaliser l'énergie critique et d'amener cette énergie critique-là vers les Juifs, à se déverser sur les Juifs et sur les protestants. Et de considérer que l'ennemi du bien humain, que l'ennemi du genre humain, ce sont les Juifs. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Hein? La Shoah, c'est la même chose qui s'est fait avant la Seconde Guerre mondiale, et c'est la même chose qui se fait depuis plusieurs siècles en Occident vis-à-vis de la communauté juive. Et en France, il y a un personnage qui est chargé de faire exactement la même chose. Est-ce que vous avez à l'idée un personnage qui fait la même œuvre que Farrakhan aux États-Unis ici en France? Un homme qui s'appelle Dieudonné Mbala Mbala, okay, qui est l'équivalent de Louis Farrakhan ici en France et dans les pays francophones, qui fait exactement la même œuvre, à savoir créer dans les populations et dans les masses un sentiment de haine et d'antisémitisme vis-à-vis du peuple juif. J'étais, avant de rencontrer Jésus, un grand fan de Dieudonné au passage. Donc c'est ça, vous avez, pour vous donner un petit peu, pour illustrer ça, vous avez une énergie critique de ce que j'ai marqué la jeunesse afro-américo-caribéenne, c'est-à-dire qu'il arrive un moment où il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur le fonctionnement du monde et qui se demandent s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, qui cherchent la vérité, et sur ce chemin où vous cherchez la vérité, vous tombez sur des personnages comme Kémy Séba. Vous avez déjà entendu parler de Kémy Séba? Non, Kémy Séba est assez connu ici en France, là. Dieudonné, Malik Shabazz ou Louis Farrakhan, qui vont être là et qui vont dire oui, il y a un complot effectivement, oui, effectivement, le monde est en train de changer et taking over,
Mais ce n'est pas le Vatican qui complote, ce sont les Juifs. Ce sont eux les ennemis, les Juifs et les protestants. Voilà ce qu'il faut détruire. Un livre qui a eu un grand succès il y a quelques années, The Secret Relationship Between Black and Jews, donc la Nation of Islam a fait paraître, et qui est un livre en fait qui essaie de faire croire que la traite négrière était essentiellement due aux Juifs, ce qui n'est pas vrai du tout. Donc de créer une haine, encore une fois, entre le peuple noir et le peuple juif. Alors Malcolm X, que vous voyez ici, est mort en 1965. Est-ce que quelqu'un se souvient comment il est mort? Il s'est fait assassiner. Donc a priori, l'image qu'on a de lui, est-ce que c'est l'image de quelqu'un de méchant ou quelqu'un de gentil? Un martyr, quelqu'un qui est mort pour la liberté et puis pour les droits, pour l'avancement du peuple noir. On a vu que la vérité est tout autre. La dernière fois, que lorsqu'on crée un martyr, on donne de l'impact, on donne une impulsion à un mouvement et ça permet de propulser le mouvement ou la secte qu'on veut créer. Et ça a été exactement ça avec Malcolm X. Ce que Malcolm X a commencé, c'est le fils d'Elijah Muhammad qui l'a continué, Wahid Muhammad. Si Malcolm X était réellement ennemi d'Elijah Muhammad, le fils d'Elijah Muhammad n'aurait pas continué l'œuvre de Malcolm X. C'est un non-sens. D'ailleurs, pour vous faire réfléchir un peu là-dessus, lorsque vous avez une personne qui est réellement, entre guillemets, révolutionnaire et contestataire, on ne la médiatise pas. Je vous donne un exemple, Dieudonné. Si Dieudonné était réellement une personne en France qui était contestataire, c'est-à-dire qui était un danger pour le système, les médias n'en parleraient même pas de manière négative. C'est ce qu'on appelle de la contre-manipulation. Si vous êtes des lapins et que moi je suis un renard, ok, et que je viens vous voir et que je vous dis ne mangez pas de la mort au rat, c'est pas bon pour vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez manger la mort au rat. Et puis si je viens vous voir, toujours je suis un renard, vous êtes des lapins, et je vous dis mangez des carottes, c'est très bon. Qu'est-ce que vous allez faire avec les carottes? Vous en mangerez plus. Et c'est comme ça que fonctionnent les médias, énormément, de la contre-manipulation. Donc, par rapport à Malcolm X, s'il a été tant médiatisé, c'est parce qu'au fond, il n'était pas du tout quelqu'un de contestataire, il était exactement dans le mouvement dans lequel souhaite travailler le Vatican. Vous avez certains hommes qui ont été contestataires à travers l'histoire, il y en a un que je vais vous donner un exemple, qui s'appelle Fred Hampton. Avez-vous déjà entendu parler de Fred Hampton? Non, personne n'en a entendu parler. C'est un homme qui est mort à l'âge de 20 ans, qui s'est fait assassiner à l'âge de 20 ans, et qui était à la tête du Black Panther Party à Chicago, dans les années à peu près 60, là, un peu après. Fred Hampton, dans le peu de temps dans lequel il a été à la tête du Black Panther Party, avait réussi à faire en sorte que les gangs à Chicago de jaunes, de noirs, d'italiens cessent de se faire la guerre les uns contre les autres. Il avait mis en place des systèmes d'éducation pour les jeunes Afro-Américains défavorisés. En tout cas, il faisait beaucoup de bien. Et il dénonçait la franc-maçonnerie. Il n'a pas duré, on ne l'a pas médiatisé. C'est lui, Fred Hampton, que vous voyez juste ici. Là. I'm the deputy chairman of the state of Illinois Black Panther Party, Fred Hampton. I have the pleasure now to introduce who I believe is one of the baddest motherfuckers. Je vais passer la vidéo parce que là, encore une fois, c'est en anglais. Puis, ok. Fred Hampton, en fait, pour la petite histoire, Fred Hampton s'est fait assassiner donc, à l'âge de 20 ans. Et Fred Hampton est à l'origine d'un mouvement dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est le Rainbow Push Movement. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mouvement de la coalition. En fait, aujourd'hui, c'est Jesse Jackson qui a repris la tête de ce mouvement-là. Ça vous dit quelque chose, Jesse Jackson? Jesse Jackson, exactement, révérend Jesse Jackson, c'est le premier homme afro-américain qui s'est présenté pour le Parti démocrate en fait, aux élections présidentielles américaines. Et en fait, si vous voulez, à Chicago, donc, Fred Hampton avait commencé un superbe travail à Chicago, en travaillant donc, dans les différentes communautés pour rétablir la paix. COINTELPRO, le FBI et puis le Vatican derrière l'ont bougé, l'ont assassiné, et ils l'ont remplacé par Jesse Jackson, qui est un franc-maçon, qui est un pion du Vatican. Et c'est Jesse Jackson donc, qui a été mis à la place de Fred Hampton, pour vous donner un petit peu la petite histoire. Alors, pour revenir vraiment sur le centre du sujet qui nous intéresse, vous vous souvenez qu'on avait commencé là, il y a 2 semaines, en lisant ce petit article de Mathias Gardel, paru dans l'un des livres qu'il a écrit, en page 293, où il dit ceci. La grande majorité des rappeurs nord-américains les plus populaires adhèrent à la tradition du nationalisme islamiste noir.